Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à la vente au contrat de 80 Rafale Air qui ont été vendus. Ça y est, c'est signé, c'est acté, c'est tout bon aux Émirats Arabes Unis. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les autres contrats, à savoir les Caracal, les autres hélicoptères, l'armement, tout ça. Je vais vraiment me focaliser sur cette vente. Et aujourd'hui, nous avons 6 chapitres, rien que ça. Dans un premier chapitre, nous allons parler un petit peu des Émirats Arabes Unis, faut prendre un tout petit peu de recul. Dans un deuxième temps, nous allons parler de la présence française aux Émirats Arabes Unis. Dans un troisième temps, de l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis. Dans un quatrième temps, du Rafale au standard F4, qui est la version dans laquelle nous allons vendre notre Rafale. Et ensuite, petit chapitre sur Rafale versus F-35 dans ce pays. Pour finir par un sujet qui est pas mal dans les médias ces derniers jours. Faut-il vendre de l'armement? Et faut-il vendre de l'armement aux Émirats? Donc nous allons parler de ces 6 points-là. Mais avant, je vous présente le sponsor de cette vidéo. C'est pas Lockheed Martin, c'est pas Dassault, c'est Débrief. Donc c'est la partie de mon entreprise qui fait de la formation professionnelle, qui fait également de la conférence et des workshops, des interventions d'entreprise. Donc si vous cherchez une activité, vous êtes sales, vous voulez faire un sales kick-off en janvier là, ou en février, vous nous contactez, info@mac3.org. Si vous voulez faire de la réalité virtuelle en équipe au sein de votre équipe pour travailler le rôle de leader, le rôle de follower, la communication, le briefing, le débriefing, eh bien c'est notre spécialité. On fait ça un peu partout dans le monde maintenant, on part au Canada dans pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est notre spécialité. On est même reconnu par Forbes, Figaro, tout ça, bref. Fin de l'auto-promo. Et oui, faut financer les tournages. Donc fin de l'auto-promo et nous allons attaquer le cœur du sujet. Les Émirats Arabes Unis, eh bien, ce sont 7 Émirats. À la base, c'était britannique. Et en 1971, eh bien, les 7 Émirats ont acquis leur indépendance. Si on peut dire, se sont créés. Et les UAE, comme on dit chez les Anglais, ont été créés. Petite nota que je n'ai vue dans aucun reportage, aucune autre presse. Eh bien, le 2 décembre 2021, là, les EAU ont fêté leurs 50 ans d'existence. C'était leur gros anniversaire. Et le contrat a été signé, c'est un jour férié du coup, le 3 décembre, le lendemain de leurs 50 ans. Donc pour la petite histoire, vous voyez, les dates ont leur importance en géopolitique comme dans le commerce. Le plus gros de ces 7 Émirats, c'est Abu Dhabi. C'est un peu la capitale, si on peut dire. L'Émirat d'Abu Dhabi représente 87% de la surface du pays où la population habite sur seulement 5%, où vous avez près de 10 millions d'habitants, mais que 800 000 nationaux. Donc un pays où il y a énormément d'expats, tout simplement. La taille du pays, c'est à peu près la taille du Benelux. Il faut savoir que le Benelux, c'est pas 10 millions de personnes, c'est 29 millions de personnes sur la même surface. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Forcément le pétrole, mais d'un point de vue géostratégique, vous êtes proche du Yémen, vous êtes proche de l'Arabie Saoudite, vous êtes proche du Qatar et vous êtes surtout juste en face de l'Iran. Et il y a des petites disputes au niveau des îles entre l'Iran et les Émirats Arabes Unis, forcément, parce que qui dit île dit zone économique exclusive, dit souveraineté au niveau des fonds et tout, donc c'est source de tension. Qui ne sont pas très loin du détroit d'Ormuz, forcément ils sont un peu dans l'entrée du Golfe, c'est une place extrêmement importante d'un point de vue géographique. La présence française aux Émirats Arabes Unis, eh bien, ça date d'accords qui ont été signés en 1995, des accords de défense entre la France et les Émirats. Et en 2007, ils ont fait valoir le fait qu'ils auraient bien aimé avoir de la présence française dans leur pays. À partir de là, il y a eu l'implantation militaire française aux Émirats Arabes Unis, l'IMFEAU. Et c'est à peu près 700 militaires en permanence. Et vous avez une base de l'armée de terre, une base navale très importante, où je suis allé plusieurs fois, et une base de l'armée de l'air, donc base de l'armée de l'air qui est située en fait sur la base d'Al Dhafra, là où sont tous les chasseurs émiratis. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc la BA-104, c'est quasiment complètement une base aérienne, où au début, entre 2008, à partir de 2008, vous aviez des Mirage 2000-5, donc de défense aérienne, et après, eh bien, vous avez eu des Rafales. Sur cette base, il y a les Émiratis, il y a également des Américains, et forcément, comme on disait, les Français. D'un point de vue plus armée de terre, vous avez un GTIA, un groupement tactique interarmé, et là, vous avez des blindés, vous avez de l'infanterie, vous avez de l'appui.
c'est généralement là qu'on met également du très très bon matériel. D'un point de vue maritime, eh bien, vous avez la base navale, qui est dans le port de Mina Zayeb, qui a la capacité d'accueillir le Charles de Gaulle. On est sur un quai de 300 mètres, je crois qu'il fait près de 100 mètres de large ce quai, et vous avez un tirant d'eau de plus de 10 mètres. Donc vous pouvez y accueillir le porte-avions Charles de Gaulle, ou d'ailleurs il va des fois en escale. Ça nous permet d'avoir, on va dire, une escale franco-française d'une certaine manière. Donc très forte présence. Au niveau des vols en Irak, en Syrie, eh bien, vous aviez des départs depuis cette base d'Al-Dafra. Vous avez également de nombreux avions ravitailleurs qui étaient basés. Donc, forte présence française depuis à peu près 2008. Ça a beaucoup grimpé aux alentours des années 2014-2016, mais surtout, présence du Rafale sur cette base d'Al-Dafra depuis plus d'une décennie. Donc, les Émiratis connaissent le Rafale. Les Émiratis sont habitués à s'entraîner face à du Rafale ou avec du Rafale, ils savent ce qu'ils achètent. L'armée de l'air des Émirats Arabes Unis, eh bien, elle a commencé à être créée en 1968, alors que c'était encore britannique. Comme je vous l'ai dit, c'était 71, vraiment le moment où les Britanniques se sont retirés. Vous avez quand même près de 550 aéronefs. C'est juste monstrueux pour 4000 personnels. Pour vous donner une idée, hein, on va dire c'est quasiment autant d'aéronefs que l'armée de l'air française, mais pour 10 fois moins de personnel. Donc c'est beaucoup d'aéronefs et beaucoup d'avions de combat également. Beaucoup d'avions de combat, pourquoi? Parce que vous avez des F-16 et vous avez des Mirage 2000. Donc les Émirats sont déjà des clients, j'ai envie de dire, historiques de Dassault. Ce n'est pas nouveau qu'ils achètent du matériel français. Ils sont habitués à avoir une partie du parc, comme on dit, américain, une partie du parc français. Si on remonte un petit peu, eh bien, au début vous aviez l'armée de l'air du côté d'Abu Dhabi, vous aviez la Dubai Air Force Wing jusqu'en 99, et là ils ont fusionné pour faire une seule grosse armée de l'air. À savoir qu'ils sont combat proven, ils ont fait des missions en 91 pendant la guerre du Golfe, ils ont fait des missions en 2011 en Libye. Ils ont notamment mis en œuvre des aéronefs depuis la Crète et depuis la Sicile. Ils sont déployés avec 6 Mirage 2000-9, avec 6 F-16 CD. D'ailleurs, un a fait une sortie de piste, a été abîmé. En 2014, ils ont également fait des raids vers la Libye en autonome avec de l'A330 MRTT en ravitailleur, où ils ont pu mettre en œuvre de l'armement. Ils ont également participé aux frappes contre Daesh en Syrie, mais pas que, avec notamment une frappe le 23 septembre 2014. Ils ont envoyé 4 F-16 pour faire un strike, une attaque en profondeur. À savoir qu'en 2015, eh bien, ils ont envoyé une femme pilote de chasse se battre en Irak. C'est une armée de l'air qui est féminisée. Vous avez 3 femmes qui ont fait le cursus pilote de chasse. Elles ont donc certaines été au combat. Vous avez également des femmes sur avion de transport. Je pense que c'était à noter. L'autre point que je voudrais mettre en avant, c'est la partie formation. Ils ont des Grop 115, après ils ont du PC-7, après ils ont du MB335, après des Hawk, Hawk 63, Hawk 102. Souvent, ils sont aidés par des contracteurs ou par des instructeurs étrangers. Vous avez certains des élèves qui partent faire la formation aux US, mais sinon, ça se fait en interne, souvent avec des instructeurs plutôt anglo-saxons. Vous avez également des Français sur place. Au niveau de leur armée de l'air, ils ont 5 grandes bases. Donc ça fait un peu penser, si j'ai envie de dire, à la France. Je vous rappelle qu'en France, en gros, on a Mont-de-Marsan, on a Saint-Dizier, on a Luxeuil, on a Nancy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Istres. On va avoir Avord, mais on n'a pas non plus Évreux, on n'a pas un nombre incroyable de bases. Eux ont différentes bases. Sur ces différentes bases, vous allez retrouver différents types de matériel. Ils ont fait simple. Donc ils ont à peu près 80 F-16, à peu près 60 Mirage 2000-9, dont je vais parler, qui sont censés être remplacés par les Rafales. Vous avez la base d'Al-Dafra, où il y a 3 escadrons de F-16, 3 escadrons de 2000-9. Al-Minab, vous avez les Hawk 102 qui sont on va dire la meilleure version, mais également des C-130H. Vous avez Al-Baten avec des C-130, du Casa, du Puma, du Bell, du Super Puma, du Panther. Et après, vous avez une base de forces spéciales où là, vous allez avoir du Black Hawk, du Chinook, du Dauphin, du Fennec, de l'Apache et du Grand Caravan. Il y a également une base dans le désert, la base de Al-Safran. Voilà, si vous travaillez à Safran, sachez qu'il y a la base de Al-Safran. Voilà, Safran qui fait les moteurs du Rafale, le M88 et le M53 pour le Mirage 2000. Ils ont leur base dans le désert, Al-Safran, qui a une piste de plus de 4000 mètres et qui sert un petit peu de secours en permanence. Il y a une base un escadron de Mirage 2000 qui est là-bas. Ça leur évite de tout perdre si la base d'Al-Dafra est attaquée. Mais vous noterez quand même que le fait d'avoir la base de chasse où vous avez
un escadron français, enfin une base de l'armée de l'air française et également la présence américaine, normalement ça évite les attaques par exemple de l'Iran, ça évite que overnight, comme on dit, dans la nuit du lundi au mardi, vous fassiez détruire votre base puisque ça voudrait dire des pertes occidentales, forcément. Les Qataris font exactement la même chose pour information. Donc le Mirage 2000-9, effectivement, ils en ont. Avant, ils avaient des Mirage 5, après Mirage 2000, Mirage 2000-9. Le -9, c'est une version, j'ai envie de dire, tuning du -5. Le -5, c'est un Mirage 2000 qui fait de l'RR, qui a pour vocation à maintenir l'espace aérien, à avoir la supériorité aérienne. Il utilise de l'armement qui est utilisé également sur Rafale, notamment le MICA, missile d'interception et de combat aérien. Le -9, il est tuné d'un point de vue air-sol. C'est-à-dire qu'il va avoir une capacité d'emport de pods de désignation laser, il va avoir capacité à tirer des bombes laser, et à partir de là, ça va rendre la transformation sur Rafale assez simple, puisque le matériel reste à peu près le même, les optionnels comme on dit. Donc un -5, c'est un monomoteur, c'est un M53 qui pousse beaucoup, quasiment 10 tonnes, donc avec la post-combustion, qui peut aller vite, c'est des avions qui vont au-dessus de Mach 2, et qui vont en termes de mission pouvoir faire un éventail de missions assez intéressant, mais ils ne vont pas faire d'air mer, ils ne vont pas faire de ravitaillement en vol, entre eux, ce qu'on appelle le body-body. Donc voilà, c'est une très bonne aéronef qui a fait ses preuves, qui est combat proven et qui est une meilleure version, si je peux dire, que ce qu'on utilise à l'heure actuelle dans l'armée française. Parlons maintenant de ce fameux Rafale F4. Au début, au commencement, était le Rafale F1. Je vous rappelle, moi je suis né en 86, premier vol du Rafale, 86. Forcément, il a beaucoup évolué puisque son entrée en service opérationnel, c'était en 2001 avec le Rafale Marine, c'était le standard F1. Le standard F1 pouvait juste prendre vraiment un missile infrarouge d'autoprotection et ne pouvait pas faire grand-chose d'un point de vue opérationnel. Il y a donc eu des mises à jour, il y a eu des updates, ils ont changé énormément de choses. J'ai eu la chance de faire du Rafale F3. F3 4+, après vous avez eu des nouvelles versions, le R, toutes ces choses-là, et le standard F4, c'est le standard qui devrait arriver à partir de 2025. Les 80 Rafales achetés devraient être livrés 2026, 2027, 2030, dans ces eaux-là, donc ça sera sur ce format-là, le F4. Le F4, qu'est-ce qu'il a de mieux que le Rafale actuel? Dans un premier temps, c'est au niveau du radar. C'est un radar qui est extrêmement efficace, radar à balayage électronique, j'ai eu la chance d'en faire, c'est la jour et la nuit, mais celui-là va être encore mieux d'un point de vue air-sol. Vous allez vraiment pouvoir faire de la topographie, regarder, faire des sortes de scanner ce qui se passe au sol grâce à votre radar. Au niveau des optiques à bord, de l'optique secteur frontal, il va être mieux et la guerre électronique sera renforcée. Il y aura des nouvelles antennes pour le système Spectra qui assure non seulement l'autoprotection, mais également du brouillage offensif si besoin, et un nouveau pod de reconnaissance. Le pod de reconnaissance permet de faire des photos très importantes. Le renseignement, c'est une art de la guerre, surtout pour un pays qui n'a pas forcément trop de satellites. D'un point de vue communication, là encore très important pour pouvoir réagir rapidement, vous allez avoir de nouveaux systèmes de communication et enfin du téléphone satellite du SATCOM. Vous allez également avoir un nouveau système de liaison de données, vous connaissez peut-être la liaison 16, ce qui est vieille maintenant, vous aurez de la liaison à courte, on va dire, courte portée au sein de la patrouille, faible émission, faible signature électromagnétique. Ça sera très bien, notamment pour tout ce qui est brouillage offensif ou défensif. Ensuite, au niveau de l'interface Home System, l'IHS, comme on dit, ça va être revu, notamment grâce au viseur de casque. Il y a enfin un viseur de casque, utile en combat aérien pour désigner et tirer, mais également au combat air-sol. Quand vous voyez un départ de feu, un départ de tir la nuit, vous regardez, vous désignez, et derrière vous mettez vos senseurs dessus, vous gagnez du temps et c'est plus efficace. Vous allez également avoir la possibilité de tirer le MICA NG, la nouvelle génération de MICA, à savoir que le MICA, maintenant quelques années, c'est fabriqué par MBDA, ça permet de tirer en infrarouge ou en électromagnétique, mais la nouvelle version permettra d'aller encore plus loin, d'accroître la portée. Je n'ai pas entendu parler de vente de Météor, le Météor qui est vraiment le missile long range, le tout nouveau. Je ne pense pas que ça soit dans le package, mais le MICA NG est très très bon. Et en plus, vous aurez de l'A2SM, de l'armement air-sol modulable, donc de la super bombe qui peut être guidée GPS, qui peut être guidée laser ou grâce à de l'imagerie de 1 tonne. Donc c'est pas mal contre les bunkers. Et pour finir, dans ce Rafale F4, vous aurez un petit peu plus d'IA. J'espère pouvoir échanger avec Dassault à l'occasion et peut-être vous en dire plus dans le futur.
La vraie question maintenant que vous devez vous poser, c'est du coup, est-ce que ça va être compliqué de former les pilotes sur le standard F4? Eh bien, s'ils prennent les pilotes de Mirage 2000-9, ça va aller assez vite. Si vous arrivez d'un F16 ou autre, ça va prendre forcément du temps, mais là, d'un point de vue interface, d'un point de vue logique, ça va être plus rapide de faire cette transformation que pour un ab initio classique, que pour quelqu'un qui n'a pas la culture, on va dire, de matériel d'assaut. Donc que ce soit pour les mécaniciens, les ingénieurs, ou que ce soit pour les pilotes, la transformation sur Rafale F4 devrait être assez rapide et il devrait donc pouvoir être opérationnel sous un temps assez court. Rafale versus F-35. Alors là, j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de choses. À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y avait une demande d'achat en cours de la part des Émiratis pour avoir du F-35 pour s'équiper dans leur pays. Le président Trump avait donné l'accord. Il semblerait que le président Biden ne voulait pas. La raison pour laquelle il ne veut pas, c'est parce que à l'heure actuelle, dans cette zone géographique du monde, c'est l'État d'Israël qui a du F-35 et qui a donc une avancée technologique en termes de furtivité et de guerre électronique par rapport à ses concurrents. Il semblerait que, d'un point de vue politique, les Américains ne soient pas prêts à donner aux Émirats arabes unis un armement, une technologie identique à ce qu'ils ont fourni aux Israéliens. Donc il y aurait, on va dire, un temps d'attente. Beaucoup d'observateurs ont vu cette signature des 80 Rafales comme un choix des Émiratis face au F-35. Je ne suis pas dans le secret des négociations. Ma compréhension des pays du Golfe, ma compréhension de cet endroit, ma compréhension de la géopolitique de l'armement dans cet endroit, et encore une fois, ce n'est pas mon domaine de spécialité, me fait prendre du recul par rapport à ces annonces où on entend dire « Ah, le F-35 s'est fait massacrer par le Rafale sur ce contrat ». Je pense personnellement que le F-35, à terme, sera vendu aux Émiratis et que ces derniers auront une flotte mixte de Rafale et de F-35. Personnellement, si j'étais Émirati, si j'avais un État avec des moyens et que je devais m'équiper, je pense que j'achèterais des Rafale F4 et du F-35. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que ce sont des pays qui ont tendance à s'équiper dans de multiples nations pour des raisons géopolitiques. Prenez le Qatar, ils ont du Typhoon, ils ont du américain et ils ont du français. Ils sont tranquilles, hein, il ne peut rien se passer pour eux. À partir de là, vous avez une présence à chaque fois des militaires ou de personnel de l'industrie de chaque pays dans votre base. Donc ce qui rend votre base peu attaquable. Et si un pays décide de vous bouder, de ne plus vous fournir de pièces ou autre, vous continuez à avoir le support des autres. Ce n'est pas un hasard si à l'heure actuelle ils ont 80 F-16 et qu'ils ont des Mirage 2000. Donc je ne verrai pas ce contrat comme une victoire du Rafale contre le F-35. Je verrai ce contrat comme une victoire du Rafale en tant que chasseur, en tant que ce qu'il représente. C'est un avion qui mérite d'être acheté, c'est un très bon aéronef, mais je ne vois pas vraiment de guéguerre entre le Rafale et le F-35, en tout cas d'un point de vue matériel contre matériel sur ce contrat. Donc je ne réagirai pas plus en détail sur ce sujet-là, parce que je pense que en fait, c'est se tromper de combat. Là, c'était est-ce que votre matériel est bon, est-ce que la France reste un bon partenaire? Oui, boum, on a eu le deal. Je ne dis pas que c'était facile, mais je pense qu'il ne faut pas surintellectualiser F-35 versus Rafale sur ce deal-là en tout cas. On en parlera pour d'autres pays. Alors là, forcément, avec une vente d'armement, ça a été un peu la grande folie sur Twitter. Vous avez peut-être vu certaines annonces et certaines personnes ont dit que c'était pas une bonne idée et qu'on ne devrait pas vendre de l'armement à ce type de pays, à des non-démocraties. Donc là, je voudrais juste vous exprimer 2-3 points de vue qui n'engagent que moi, donc vous pouvez aller au chapitre d'après si vous voulez. Je suis pas là pour faire de la polémique, je suis juste là pour vous apporter un angle peut-être différent, ou que vous avez déjà, sur ce qu'est vraiment la vente d'armes et pourquoi la vente d'armes est nécessaire au XXIe siècle. Si vous regardez la pyramide de Maslow, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit généralement qu'on a des besoins. Cette pyramide, elle a été décriée pendant de nombreuses années et elle est revenue un petit peu sur le devant de la scène à cause de la Covid. Elle dit que l'être humain a besoin de besoins physiologiques. Une fois que ces besoins physiologiques sont assurés, son besoin d'après, c'est la sécurité, ensuite c'est l'appartenance, après c'est l'estime et après c'est l'accomplissement. Et que si le besoin d'en dessous n'est pas fait, vous n'allez pas pouvoir monter à l'étape du dessus. C'est-à-dire que si vous avez vos besoins physiologiques, vous avez à manger, tout ça, c'est bon. Pour avoir après, par exemple, l'accomplissement ou l'estime, il vous faut la sécurité. Or, comment est-ce qu'on peut acquérir la sécurité? Bien malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, par de l'armement, la possession d'armement de manière dissuasive, si je puis dire.
Et quand vous avez certains pays qui inscrivent dans leur constitution que c'est normal d'avoir le droit d'avoir chez soi, voire de porter des armes, vous vous doutez bien que c'est le monde dans lequel on vit, il va falloir avoir de l'armement pour au moins se protéger ou dissuader. À partir de là où je veux en venir. Nous sommes dans un monde en développement technologique très fort et l'industrie de défense, de par ses enjeux, les budgets, si vous regardez le kilo d'avion de combat, c'est cher, c'est plus cher que le kilo de fromage ou de vin. Le kilo d'avion de combat, c'est quelque chose d'extrêmement cher. La technologie militaire, on amène énormément de recherches qui après derrière sont injectées dans, on va dire, l'industrie civile. Le GPS, le radar, les IRM, même d'un point de vue médical, toutes ces choses-là. Donc souvent, l'industrie militaire tire un petit peu l'industrie du pays vers le haut. La problématique, c'est que à une certaine époque, il était possible d'avoir son industrie en interne. Regardez chez les Romains, vous fabriquez un glaive, tout ça, vous faisiez des développements, mais ça ne vous coûtait pas une fortune d'inventer une nouvelle arme. De nos jours, à cause du développement technologique, vous êtes face à de la complexité qui est exponentielle, et à chaque fois que vous voulez faire un saut en avant, eh bien c'est au carré, si je puis dire, mais c'est également au carré en termes de coût. Regardez le coût du développement d'un avion de la Première Guerre mondiale, le coût du développement et de fabrication d'un avion de la Seconde, Vietnam et maintenant. Forcément, ça va avoir un impact. La problématique, c'est quoi? C'est que ça coûte extrêmement cher, il faut pouvoir se le permettre. Donc tous les pays ne peuvent pas se permettre d'avoir cette industrie, d'avoir cette capacité. Vous n'avez pas beaucoup de nations, vous avez les Américains, vous avez consortium un peu européen, vous avez les Russes, vous avez la France et vous avez certains pays, on va dire la Chine, un peu le Japon, et certains pays qui essayent d'être compétitifs dans cette course, non plus à l'armement, mais à la technologie. Pour pouvoir financer cette course à la technologie et in fine derrière à l'armement, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir du budget. Ce budget, eh bien, vous le récupérez et vous pouvez le réinjecter grâce au contrat export. Donc, in fine, si on regarde la pyramide de Maslow, pour parler de vente et d'export d'armement, mettez-vous à la place des Émiratis. Les Émiratis ont peur de leurs voisins en face et se disent, nous, on a besoin de survivre. Pour survivre, il faut qu'on ait de l'armement et des partenaires. Donc, nous allons faire un chèque de 17 milliards à la France. Comme ça, nous allons continuer à être partenaires militaires et nous allons pouvoir avoir du matériel dans notre pays. D'un point de vue français, eh bien, nous, ça nous permet d'avoir un pied dans cette partie du monde, d'avoir un rayonnement géopolitique, et ça nous permet accessoirement en plus de réinjecter de l'argent pour le développement de nos technologies et pour aller financer la prochaine génération, et ainsi de suite. Donc, en aidant un pays à acquérir de l'armement, chose qu'il ferait de toute manière, parce que c'est dans sa pyramide de Maslow, s'il n'arrive pas à l'acheter, il le fera en interne, regardez l'Iran, regardez la Corée du Nord, eh bien, cela vous permet, vous en tant que nation, de rester souverain et d'assurer également le deuxième étage de votre pyramide de Maslow, à savoir la sécurité de votre République, de vos concitoyens, grâce à ces fonds étrangers, si je puis dire, qui sont réinjectés et qui permettent de tirer tout le monde vers le haut et de rester dans la course. Voilà. Au final, après, pour ce qui est de dire l'utilisation qui est faite du matériel, l'exemple que je peux vous donner, c'est les briquets. Un briquet, ça a plein d'utilisations, ça fait du feu. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un incendie de forêt dans le sud, est-ce qu'on va faire un procès aux fabricants de briquets? Donc là, vous allez me dire, c'est peut-être de la mauvaise foi, mais c'est un argument comme un autre. Moi, je veux pas rentrer dans ces polémiques-là. Ce que je voulais, c'était juste vous amener à réfléchir à l'exportation d'armement d'un point de vue purement égocentré en tant qu'être humain, à savoir nos pyramides de Maslow et la nécessité eh bien d'assurer la sécurité de ses concitoyens et de rester dans la course. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie toujours de prendre des angles un petit peu différents, de creuser autre chose. C'est sur un format un peu plus long, mais voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des exemples, si vous avez des contre-arguments, si besoin, je ferai une vidéo sur le sujet, même si encore une fois, c'est pas du tout le fondement de la chaîne. On pourra en parler pendant des heures, du pourquoi de l'export et tout. Là, c'était juste un petit set, un petit point. Donc c'est pour ça que je vous mets les formes autour. Dans tous les cas, eh bien, si vous trouvez les dimanches trop longs, n'hésitez pas à venir faire un tour sur maquin.tv, la chaîne de SVOD. On a plein de contenus très sympas, surtout sur les meetings aériens en ce moment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, tout ça, ça fait du bien à l'algorithme. Et d'ici là, fly safe. Et comme vous le savez, eh bien aujourd'hui c'est les 80 ans de l'attaque japonaise sur leur Pearl Harbor. Je
Je suis sûr que vous avez vu les films, que vous connaissez les faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais ont décidé d'attaquer les Américains parce qu'en 1941, juillet 1941, juste quelques mois avant l'attaque, ils ont décidé de sanctions économiques contre le Japon. Le Japon ne pouvait pas rester isolé économiquement et a donc décidé d'attaquer les Américains pour sa propre survie. Là où je veux en venir avec cette date d'anniversaire, c'est 80 ans, ce jour un petit peu historique, eh bien c'est que là où il y a commerce, il y a échange, il y a dialogue, il y a rencontre humaine et il n'y a pas la guerre. À partir du moment où vous refermez sur vous-même, vous refusez d'échanger, vous refusez de donner à certains pays ce dont ils ont besoin pour leur autonomie, pour leur survie, eh bien immanquablement, généralement, vous partez vers un conflit armé. Donc il vaut mieux vendre du matériel, il vaut mieux faire du commerce avec un maximum de pays et connaître la paix. Mais bon, ça c'est des petits mots sur les 80 ans de Pearl Harbor.